Alors aujourd'hui, on fait un petit voyage dans le temps, direction l'Athènes antique. On va s'intéresser à deux notions qu'on croit tous connaître, la richesse et la pauvreté. Sauf que, vous allez voir, la toute première démocratie de l'histoire avait une vision de l'argent et du travail qui est radicalement différente de la nôtre. L'argent, c'est l'homme. Cette phrase, elle est du poète Alcée de Lesbos, et elle est assez percutante, non? On pourrait croire que ça veut dire que dans le berceau de la démocratie, la valeur d'une personne se mesurait juste à son compte en banque. Mais en réalité, la réponse est beaucoup plus subtile et fascinante que ça. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Pour un Athénien qui avait de l'argent, la fortune, ce n'était pas juste un luxe personnel pour s'acheter une belle maison. C'était, avant toute chose, une responsabilité publique, un vrai devoir envers la cité. Et pour comprendre ça, il y a un mot qui est absolument central, la liturgie. L'étymologie est super parlante. Ça vient du grec laos, le peuple, et ergon, le travail. Donc une liturgie, c'est littéralement un travail pour le peuple. C'est une mission d'intérêt général qui était financée directement par les citoyens les plus riches. Et attention, on ne parle pas de petites contributions symboliques. Les liturgies, c'était le cœur du réacteur de la puissance et de la culture athénienne. La trihiérarchie, par exemple, c'était rien de moins qu'équiper et commander un navire de guerre, ce qui était vital pour la survie de la ville. La chorégie, ça finançait les fameuses pièces de théâtre qui ont fait la gloire d'Athènes. En gros, les riches payaient pour la défense de la cité, mais aussi pour toute sa vie culturelle. Et là, tenez-vous bien, parce que les sommes sont juste stupéfiantes. On a le témoignage d'un citoyen, Lysias, qui nous dit avoir dépensé 6 talents en 7 ans, juste pour la triarchie. Pour se donner une idée, un talent, c'était une fortune colossale. Et il ajoute qu'il a dépensé bien plus que ce que la loi exigeait. La richesse était donc une occasion de prouver son dévouement à la cité, et bien sûr de gagner un immense prestige. Ok, donc ça, c'est pour les super riches. Mais ce qui est fascinant, c'est que cette logique, ce lien entre la fortune et le devoir, ça ne les concernait pas seulement eux. En fait, ça structurait l'ensemble de la société athénienne. Voilà comment ça marchait. La société était divisée en 4 classes qu'on appelle censitaires, c'est-à-dire qu'elles étaient basées sur la richesse. Mais attention, pas n'importe quelle richesse. On mesurait la production agricole annuelle. Tout en haut, on avait les pentakosiomedimnes, les plus gros propriétaires terriens. Et tout en bas, les têtes. Alors juste pour que ce soit un peu plus concret, une mesure, un médime, ça correspondait à peu près à 52 litres de grains. Ce système liait donc très directement les droits et les devoirs de chaque citoyen à sa capacité à produire des ressources pour la cité. Et évidemment, appartenir à une classe ou à une autre, ça changeait tout. Les postes politiques les plus importants étaient réservés aux plus riches. La classe moyenne, les ogites, constituaient l'infanterie lourde, les fameux hoplites, tout simplement parce qu'ils avaient les moyens de s'acheter leur propre armure. Et les plus pauvres, les têtes, ils étaient les rameurs de la flotte, la force motrice des navires de guerre, qui étaient financés par les liturgies des plus riches. Tout était lié. Et c'est là, vraiment, que les choses deviennent contre-intuitives pour nous. On va maintenant s'intéresser à ce que ça voulait dire d'être pauvre à Athènes. Et croyez-moi, ce n'est pas du tout, mais alors pas du tout, ce qu'on imagine. Voilà, c'est le point absolument crucial. La pauvreté, pour un Athénien, ce n'était pas le manque de biens matériels. C'était l'obligation de devoir travailler de ses mains pour gagner sa vie. La vraie richesse, le vrai luxe, c'était le loisir. C'était d'avoir assez de temps libre pour se consacrer à la politique, à la vie de la cité, sans avoir à se soucier de son gagne-pain. Et ça, on le voit parfaitement dans le vocabulaire. Le mot grec pour dire pauvre était pénès. Son origine est très révélatrice. Ça vient du verbe pénomai, qui veut dire travailler, s'occuper. Le pénès, ce n'est donc pas un exclu, c'est un citoyen travailleur, un artisan, un paysan, qui est parfaitement intégré et même respecté dans la société. En fait, il y avait 2 réalités totalement différentes. D'un côté le pénès, le pauvre qui travaille, et de l'autre le ptochoche, le mendiant. C'est le philosophe Aristophane qui explique ça très bien. Le premier, il vit modestement de son travail, il ne manque de rien d'essentiel. Le second, le mendiant, il n'a littéralement rien et il ne produit rien. C'est lui le véritable paria de la société. Alors justement, parlons de cette figure du ptokos, le mendiant. Parce que lui, il était vraiment considéré comme vivant en dehors du pacte social, en marge de tout. Regardez cette statue. C'est une image assez saisissante qui a souvent été interprétée comme la représentation d'une mendiante. On y lit la vieillesse, la fatigue, la misère. C'était une figure qui pouvait inspirer de la pitié, bien sûr, mais aussi et surtout beaucoup de mépris. Et pour comprendre à quel point le mendiant était méprisé, il suffit de lire Platon. C'est sans appel. Il ne critique pas seulement la mendicité, il propose carrément de les chasser physiquement de la cité, en les traitant de bétail. Pour lui, les mendiants sont une souillure, il faut nettoyer l'espace public de leur présence. Il y a un très vieux proverbe d'Hésiode qui dit « Donne à qui donne, ne donne pas à qui ne donne pas ». Ça résume tout en fait.
Le modèle social grec est basé sur la réciprocité, sur un échange. On donne à quelqu'un qui pourra rendre d'une façon ou d'une autre. Le mendiant, par définition, il est en dehors de cet échange. Il ne peut rien donner en retour. Il est donc exclu du réseau de dons et de contre-dons qui tisse toute la société. Mais il y a un autre proverbe, peut-être encore plus terrible. Même ses parents ne sont pas amis du mendiant. Il faut comprendre que le mot « philoi », ami, c'était le ciment de la société. Ça incluait la famille, les alliés. Ce proverbe nous dit que le mendiant est tellement en marge qu'il n'a même plus de philoi. Même sa propre famille ne le reconnaît plus. Il est absolument seul. Et pourtant, revenons-en à notre statut. Parce qu'aujourd'hui, l'histoire est un peu plus compliquée. Les historiens ne sont plus si sûrs de son identité. Est-ce vraiment une mendiante? Ou peut-être une prêtresse de Dionysos un peu exaltée? Ou encore un personnage de comédie? Cette incertitude nous montre que cette figure marginale était aussi un symbole puissant, qui forçait les Grecs à s'interroger sur leur propre société. On termine là-dessus. Cette distinction athénienne entre le pauvre qui travaille et le mendiant qui ne produit rien, ça nous paraît peut-être étrange aujourd'hui. Mais ça nous force à réfléchir. La façon dont une société définit la pauvreté, ce qu'elle choisit de valoriser, est-ce que le travail, la contribution, l'indépendance, en dit finalement très long sur ses valeurs les plus profondes. Et peut-être finalement aussi sur les nôtres.